Le fait qu'il y ait ce cisaillement empêche la formation d'étoiles, et l'onde de densité qui passe sur ces ballons va venir permettre à la gravité de l'emporter sur le cisaillement. Donc vous avez gravité contre cisaillement, gravité perdante. Gravité contre cisaillement contre onde de densité, là on gagne, et localement on fait de la formation d'étoiles. Et puis vous avez donc ces petites irrégulières. Le problème, c'est que quand on cherche les progéniteurs des galaxies locales, soit spirales, soit elliptiques, on peut se demander quelles sont les galaxies de l'univers lointain qui représentent le passé de ces galaxies. Pour ça, on fait des sondages profonds de l'univers, avec le télescope spatial Hubble par exemple, et on regarde la forme des galaxies, et on essaie de comprendre comment s'est produite la morphogenèse des galaxies, comment elles ont pris leur forme, et on va essayer ainsi, comme ça, de remonter l'histoire des galaxies. L'idéal, c'est de voir la Voie lactée telle qu'elle était il y a 100 millions d'années, 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, jusqu'au plus loin possible, avec des galaxies qui ressemblent à ce qu'aurait dû être la galaxie, la Voie lactée, il y a tant de milliards d'années, et puis avec ça, on fait un film. Ça, c'est le monde rêvé des astrophysiciens. Dans la réalité, quand vous regardez la forme des galaxies lointaines, et les gens ont développé des outils magnifiques pour séparer les disques des bulbes, pour mesurer les formes des disques, la taille des bras spiraux, etc., des outils aussi nombreux qu'inutiles. Et ils sont très nombreux. Dans l'univers lointain, voici une galaxie typique. Et cette galaxie-là, elle a comme forme... voilà. Elle n'a pas de forme. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un objet comme ça? C'est soit une fusion de 4-5 galaxies, si vous calculez la probabilité que ça arrive, c'est extrêmement peu probable, or il y en a plein, soit autre chose. Et le autre chose en question va être la clé qui va nous permettre de comprendre la naissance des galaxies, et la clé sur laquelle nous avons fait une avancée majeure avec Herschel, pour mieux formuler le mystère des galaxies qui va finalement rester un problème encore aujourd'hui. Mais, comme on va le voir, on a quand même fait une avancée majeure sur la compréhension des progéniteurs des galaxies locales. Donc, le contexte cosmologique, c'est une croissance hiérarchique des galaxies comme des poupées russes à partir de germes, et ces germes, donc je dis ce que c'était, vont donner naissance aux galaxies d'aujourd'hui. Voici 3 grandes questions sur lesquelles on a travaillé et sur lesquelles qui ont participé à la justification de l'envoi d'un satellite, comme le satellite d'Herschel. La question de savoir quand et comment sont nées les étoiles des galaxies, et comme les galaxies, c'est jamais qu'un amas d'étoiles, c'est comment sont nées les galaxies finalement. Qu'est-ce qui a provoqué la mort des galaxies? Alors c'est peut-être un peu facile de dire ça, les galaxies ne sont pas vivantes, mais dans le terme dont je vous ai parlé tout à l'heure, la mort des galaxies, c'est la raison pour laquelle les galaxies ne donnent plus naissance à des étoiles, alors que 90% de la matière classique reste sous la forme de gaz, de réservoirs de gaz, et devrait nourrir la formation d'étoiles et tomber dans les puits de potentiel gravitationnel. Si vous prenez les germes du fond diffus cosmologique qui a été vu par Planck, vous mettez la matière telle que vous la connaissez, matière noire, matière classique, et vous laissez ça évoluer, les galaxies devraient être 10 à 100 fois plus massives. Il devrait y avoir 10 à 100 fois plus de galaxies naines autour des grosses galaxies. En d'autres termes, rien ne marche. Alors bien sûr, j'ai mes collègues qui font des simulations numériques, qui font des simulations qui sont magnifiques et qui insistent plus sur les aspects qui marchent. Moi, en tant qu'observateur, j'aime bien identifier les problèmes pour savoir quelle serait l'observation qui permettrait de nous faire avancer. Donc ma façon à moi de voir les simulations, c'est qu'une simulation numérique de grande qualité, c'est celle qui est fausse. Parce qu'elle nous montre à quel point il nous manque des ingrédients et comment on va faire les observations prochaines. Et donc, en particulier, on ne comprend pas comment les galaxies se sont éteintes et si elles ont été assassinées. Enfin, les acteurs que sont les trous noirs ou les noyaux des galaxies, ces trous noirs supermassifs qu'on trouve depuis quelques années maintenant, dans toutes les galaxies à peu près, quel est leur lien avec les galaxies et quel est leur lien avec la formation des étoiles? Alors ces questions, on peut les développer en sous-questions. En particulier, savoir si la formation d'étoiles a lieu de façon continue ou par sursaut, et si les galaxies évoluent de façon liée à leurs propriétés internes, donc on va dire d'une certaine manière à partir de l'inné, ou si leur évolution dépend de leur environnement. Est-ce qu'elles ont acquis cette évolution et cette forme, par exemple, en fonction de l'environnement dans lequel elles sont nées?
Est-ce que c'est des êtres sociaux ou c'est des êtres qui sont profondément individualistes? Voilà, les autres questions, je les ai déjà citées. Alors, bien entendu, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des fusions de galaxies. Ces fusions de galaxies, on les observe, elles sont rares dans l'univers proche, mais quand elles se présentent, elles sont très belles à observer, les images sont magnifiques de ces galaxies, et puis, lorsqu'elles se croisent, ces galaxies, elles vont provoquer une accélération de la formation d'étoiles, et là, on pourrait se dire que c'est un cas rare de deux grosses galaxies qui fusionnent les unes avec les autres, mais comme je vous le disais, quand on considère maintenant les grumeaux primordiaux et qu'on les laisse évoluer, les galaxies vont toutes tomber les unes sur les autres, et chaque galaxie relativement massive, comme la Voie lactée, devrait être le produit de la fusion de dizaines, de centaines de plus petites galaxies. Ça, c'est le contexte dans lequel on a travaillé jusqu'à présent, avant Herschel, et qui se révèle remis en question, non pas dans son principe en termes de croissance de la masse totale d'une galaxie par l'accumulation de matière intergalactique, mais dans le rôle de ces interactions de galaxies dont on se rend compte aujourd'hui qu'il a été largement surestimé pour les raisons que je vais essayer de vous expliquer. Alors, maintenant, quels sont les outils qu'on a pour décoder le langage de la lumière et essayer d'avancer sur ces questions? Sans vouloir être trop technique, vous avez d'une part la forme des galaxies qui vous donne une information sur leur dynamique, sur par exemple une galaxie qui a un disque fin. Vous savez que si le disque est fin, il est né sous la forme de gaz. S'il était né sous la forme d'étoile, il ne pourrait pas être fin. Pourquoi? Parce que pour être fin, il faut qu'il dissipe de l'énergie. Il faut qu'il y ait de la viscosité. Or, les étoiles, un gaz d'étoile ne dissipe pas d'énergie. Il n'y a pas de frottement, pas de viscosité. Et donc, elle reste un disque épais. Par contre, du gaz, ça va dissiper l'énergie. Donc, si vous voyez un disque fin comme celui de la Voie lactée, il est né sous la forme de gaz. Et il est grand. Or, les galaxies étaient faites d'étoiles il y a quelques milliards d'années. Donc, pour que vous fassiez un grand disque fin de gaz, il faut qu'il ait lieu, sa formation ait lieu il y a relativement longtemps. Et ça, c'est un problème. Parce que si une galaxie subit toutes les fusions dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça détruit les disques des galaxies. Donc le problème est encore plus compliqué. Non seulement on a des fusions de galaxies, mais en plus, on a des beaux disques fins et grands qui ne devraient pas résister aux fusions de galaxies et qui sont pourtant là. Donc l'un des problèmes majeurs qu'on rencontrait jusqu'à présent, c'était de se dire pourquoi la Voie lactée existe. Elle ne devrait pas exister. Ensuite, maintenant, on peut bien sûr utiliser la spectroscopie, et là, je vous donne un peu les différentes composantes un peu rapidement. Une étoile, dans son enveloppe, eh bien, la photosphère de l'étoile va, selon ses éléments chimiques, absorber une partie de la lumière, et donc certaines couleurs vont créer ce qu'on appelle des raies d'absorption. Par exemple, les deux raies du calcium dans le spectre ont une distance de 35 angstroms qui est bien définie. Donc si vous reconnaissez deux petits trous noirs dans un spectre, et qui sont décalés vers le rouge, vous en déduisez que c'est un effet Doppler, et c'est comme ça que Hubble a découvert l'expansion de l'univers. Si maintenant vous regardez des raies qui montent comme ça, des raies en émission, c'est le gaz qui est chauffé par la lumière des étoiles massives, qui font de l'ultraviolet, qui vont arracher les électrons des atomes, les électrons vont retomber, et en retombant vont créer des raies en émission de l'hydrogène, une fois qui vont retomber aux différents niveaux d'excitation des électrons autour de l'atome d'hydrogène. Donc ça fait toutes ces raies d'émission. Et puis la poussière interstellaire, qui est le lieu où vont naître les molécules, parce que les molécules ont très peu de chances de naître dans l'espace vide, mais lorsqu'un atome d'hydrogène se pose sur un grain de poussière, puis un deuxième, ils vont avoir plus de chances de se rencontrer, de former une molécule d'hydrogène, et puis la formation de la molécule libère de l'énergie qui va expulser la petite molécule d'hydrogène, et ainsi de suite. Vous pouvez même créer comme ça des molécules plus complexes. Et cette poussière, elle, a la propriété d'absorber le rayonnement des étoiles, de chauffer à des températures élevées, c'est-à-dire moins 210, moins 220, moins 230 degrés, ce qu'on appelle les températures élevées, pour nous, dans l'espace, donc à 40 degrés Kelvin, typiquement. Et rayonner, quand on est à 40 degrés Kelvin, vous rayonnez dans l'infrarouge lointain, et c'est ça, évidemment, l'infrarouge lointain qui va être l'élément clé avec lequel on va étudier l'univers avec Herschel. Et puis, quand vous combinez l'émission de chacune des étoiles, qui sont des corps noirs, qui rayonnent toutes à une température particulière qui est caractéristique de leur masse, eh bien, une étoile est d'autant plus chaude qu'elle est massive, elle gagne son énergie toujours par la même raison, qui est 0,7%
de MC2, le E égale MC2 est appliqué dans les étoiles chaque fois, 0,7% de la masse qui va devenir, qui passe de l'hydrogène à l'hélium, 0,7% de cette masse-là fois C2 vous donne la quantité d'énergie qui va être rayonnée par l'étoile. La différence entre une étoile très massive et une étoile peu massive, c'est que la très massive le fait plus vite, et donc pour la même quantité d'énergie, la puissance lumineuse rayonnée va être plus élevée, plus d'énergie par unité de temps, mais le réservoir total est le même. Donc une étoile 10 fois plus massive que le Soleil vivra 10 millions d'années, alors que le Soleil vit 10 milliards d'années. Par contre, pendant ces 10 millions d'années, elle aura quelque chose à vous dire. Alors si vous combinez comme ça toutes les étoiles, eh bien ça fait tous ces corps qui font une sorte de continuum avec une discontinuité ici qui vient du fait que ici l'hydrogène va absorber toute la lumière des étoiles pour être ionisé. C'est la discontinuité. Alors il y en a deux discontinuités, pardon, celle que je dis là, c'est il y a une première discontinuité à 4000 angstroms et puis une discontinuité plus loin autour de 1000 angstroms.